sortie de but du rapport Thiriez. Bonjour Alexandre Moati. Bonjour Jean-Philippe Denis. Alexandre Moati, vous êtes chercheur associé à l'Université de Paris, vous êtes membre du laboratoire Sphère, vous êtes ancien élève de l'École Polytechnique. Article dans la revue Commentaire, donc numéro 170, c'était 2020, donc tout récent, disponible en open access, sous HAL, la sortie de but du rapport Thiriez. Alors on se doute qu'on n'écrit pas un article d'abord comme ça pour le plaisir d'écrire un article. C'est le rapport Thiriez, ça vous a un peu chatouillé. Disons, moi je m'intéresse à l'histoire de la technocratie, donc depuis la création en 1794 de l'École Polytechnique. Et je m'étais intéressé au rapport Thiriez quand il a été lancé. Et donc quand je dis la sortie de but, c'est notamment sur un sujet très précis qui était quand même la première annonce de M. Macron dans son discours on oublie un peu tout ça, le 25 avril 2019, c'était la conclusion du grand débat en réponse aux Gilets jaunes. La première mesure qui est annoncée, c'est, je cite, « Je souhaite que nous mettions fin au grand corps ». Et en fait, la lettre de mission que fera le Premier ministre après sera déjà très édulcorée. La lettre de mission à cet avocat au Conseil d'État, Frédéric Thiriez, lui-même énarque conseiller d'État, ancien conseiller d'État, la lettre de mission était très édulcorée, déjà. La montagne accouche d'une souris, si je puis dire, puisque le rapport maintient globalement les grands corps avec des petites modifications vraiment très à la marge, à savoir, par exemple, l'inspection des finances. Il faudrait alors, elle n'était pas représentée dans le rapport, et puis peut-être que M. Macron, justement, savait les défauts de l'inspection des finances et que les rapporteurs ont voulu se plier à cet aspect-là. Il s'agissait de la fusionner avec les autres inspections, l'inspection de l'intérieur, l'inspection des affaires sociales. Enfin, suite à la sortie du rapport Thiriez, il y a eu des négociations et la lettre A a indiqué, à mon avis à juste titre, que l'inspection des finances serait conservée, etc., enfin qu'elle ne serait pas fusionnée avec les autres. Donc je dis beaucoup de bruit pour rien, fermez le banc, quoi. Autre chose qui a été présentée aussi, c'est éviter que le jeune énarque rentre tout de suite au Conseil d'État ou à la Cour des comptes. Parce que le Conseil d'État et la Cour des comptes seraient des corps intouchables, parce qu'ils seraient juridiquement protégés, constitutionnellement protégés, seraient des instances juridiques. Alors ça, c'est à discuter vraiment, à mon avis, parce que le rapport est très rapide là-dessus, comme si c'était sacro-saint, si vous voulez, le Conseil d'État. C'est normal, il y avait deux conseils d'État, M. Thiriez, M. Bonner, qui était rédacteur du rapport, sous la houlette de M. Philippe et de M. Ribado-Dumas, conseiller d'État au cabinet du Premier ministre. Donc le Conseil d'État, c'est quelque chose d'intouchable, quoi. La seule chose sur laquelle ça a été touché, c'est un énarque qui va être en période probatoire de 5 ans avant de rentrer au Conseil d'État ou à la Cour des comptes. Je doute fort, si jamais ça se met en place, que peut-être qu'il y en aura un sur 25 qui sera, peut-être pas titularisé. Et encore. Oui, et encore. On sanctuarise en fait ces grands corps à force de dire que la Cour des comptes et le Conseil d'État ne peuvent pas être touchés. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays, parce que c'est une grande caractéristique du rapport aussi. J'ai fait une petite pique d'ironie, parce que ils disent dans le rapport: oui, nos énarques et nos polytechniciens des grands corps ne sont pas assez formés à l'international, etc. Or, le rapport lui-même, il fait une impasse totale. C'est vraiment une auto-illustration de ce défaut, puisqu'il est fait par des gens des grands corps, et qu'il ne regarde même pas comment les formations des élites administratives, politiques et financières se font dans les autres pays. Finalement, je ne vais pas faire une étude mondiale, mais faire une petite comparaison avec l'Angleterre, avec l'Allemagne, avec l'Italie, c'était utile, quoi, en fait. Donc, on peut la faire en sens inverse. C'est-à-dire que dès qu'on discute avec des collègues ou à l'étranger, ils ne comprennent absolument rien au système français. Absolument. Que ce soit les grandes écoles et universités, donc le système bicéphale, ou les grands corps. Évidemment. Absolument. Et pourquoi aussi, c'est une idiosyncrasie française, mais qu'il faudrait au moins mettre sur la table, et M. Macron les y incitait pourtant, c'est de dire pourquoi ces grands corps ont vocation à fournir le quota du personnel politique français et le quota du personnel des comités exécutifs de grandes entreprises, finalement. Donc pourquoi ce sont des hauts fonctionnaires qui fournissent
quand même depuis, depuis 25 ans, 3 présidents de la République sur 4 sont issus des grands corps. Et puis les comités exécutifs des grandes entreprises. C'est vraiment une question qu'on peut se poser, après tout, assez légitimement. Pourquoi ce devrait être des hauts fonctionnaires et à la limite, le rapport Thiriet, qui était moderniser la fonction publique, la haute fonction publique, il pourrait se poser des questions sur qu'est-ce que c'est. Il n'arrête pas d'invoquer le sens commun de l'État, mais on est obligé de dire que dans un schéma où des inspecteurs des finances, des ingénieurs du corps des mines pantouflent dans les banques, dans l'industrie à 30 ans, qu'est-ce que c'est que le sens de l'État, quoi. Donc, beaucoup de conseillers qui vont rentrer dans les cabinets ministériels, là, en ce moment, dans 2 ans, ils partiront en entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est que dans ce contexte, qu'est-ce que c'est que le sens de l'État et la vision d'un intérêt commun? Enfin, c'est quelque chose qui doit être quand même mis sur la table. Et ce rapport Thiriet aurait pu être l'occasion de mettre ça sur la table, quoi. Donc, ça n'a pas été fait. C'est un grand gâchis. Et la montagne accouche d'une souris. Elle promeut l'ENA, elle supprime l'ENA tout en la transformant en quelque chose de beaucoup plus bureaucratique, je pense, école d'administration publique, avec des troncs communs, avec des autocontradictions dans le rapport même, parce que à force de vouloir tout unir ensemble, eux-mêmes disent, enfin bon, je retrouverai ça, voilà, ils le disent eux-mêmes, le rapport, je les cite parce que c'est le reproche que je peux faire aussi. Donner le même parcours à tous les hauts fonctionnaires de l'État, c'est ce qu'ils proposent d'ailleurs, risque de mettre tout le monde dans le même moule, entre guillemets, alors que la diversité des profils est un point clé de la réussite de la réforme. Si vous voulez, donc c'est une phrase qui est auto-contradictoire parce qu'elle se critique elle-même. Je dis, on ne saurait mieux dire, c'est-à-dire, voilà, est-ce que ce qu'on doit attendre d'un haut fonctionnaire, c'est l'agilité ou la compétence, quoi, en gros, parce que c'est ça, l'agilité et la capacité de manager les hommes, parce que maintenant il y aura des psychologues dans les jurys de l'ENA, hein, donc ça c'est la grande nouveauté aussi. Moi ça me fait un peu frémir, mais bon, donc l'agilité et la capacité de management, ou est-ce que c'est une forme de compétence et une forme de sens d'intérêt général, quoi. Donc voilà, le rapport Thiriet sur cet aspect des grands corps, on reviendra peut-être à l'aspect diversité, là où qu'il survole totalement élégamment, là, alors, de manière très parisienne, le rapport Thiriet, voilà, sur ce sujet des grands corps, il botte en touche, il ne s'attaque pas au vrai problème, il n'arrête pas de répéter, il faut une culture, c'est des incantations, voilà, une culture commune de l'État, encore faudrait-il la définir, encore faudrait-il l'appliquer, hein. Et puis l'excellence, quoi, enfin, on n'a que ce mot-là à la bouche. Je termine mon article en disant... quand dans un domaine, c'est vrai pour l'enseignement supérieur et la recherche, c'est vrai pour les élites, la formation des élites, quand dans un domaine, les fondamentaux ne sont plus définis, ne sont plus respectés, la notion d'excellence, elle tourne à vide. On ne sait plus à quoi elle renvoie, en fait. On parle d'excellence, mais c'est un mot qui tourne à vide quand il n'y a plus les fondamentaux. Les fondamentaux, quand vous recrutez des jeunes de Polytechnique à 24 ans ou des jeunes énarques pour qu'ils partent en entreprise à 30 ans, c'est bon, voilà, peut-être mettre ça sur la table aussi, alors qu'il y a des besoins d'ingénieurs, il y a des besoins d'administrateurs aussi, il y a des besoins très précis qu'il faudrait recenser. La crise actuelle qui vient je ne sais pas si elle vient de se terminer, mais enfin, la crise sanitaire, cette partie-là, montre qu'il y avait besoin d'ingénieurs organisateurs aussi, d'ingénieurs hygiénistes, pour employer un vieux mot, mais on voit à peu près ce que ça veut dire, enfin, de gens qui sont à l'interface de plusieurs domaines. Et je pense qu'il y a une reconsidération des besoins à faire, des besoins précis de l'État. Et ça, j'avais proposé dans un article de La Jaune et la Rouge en 2018, mais il y a un besoin à faire beaucoup plus précis que les considérations que nous expose le rapport Thiriet sur cette partie grand corps. Voilà. Alors, évidemment, on note que pas de docteur. Oui, alors et une absence totale de réflexion sur la valeur de la recherche, la valeur du doctorat, etc. C'est-à-dire que vous parliez d'incantation, là on n'est plus dans l'incantation, c'est absolument catastrophique sur cette question-là.
Est-ce que ce n'est pas finalement le cœur du problème? Alors, je ne sais pas si c'est le cœur, mais c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'on a là des gens, des grands corps, hein, aussi bien polytechniciens qu'énarques, qui ne savent pas ce que c'est que l'université. Ils ne sont jamais passés là-dedans. Là, c'est à la fois un mépris et une peur, en fait. Hein, donc, alors, le doctorat, alors c'est assez compliqué, parce que la mondialisation anglo-saxonne, à nouveau, elle promeut des termes comme université, comme doctorat, qui prennent totalement à contre-pied nos élites françaises. Hein, et au lieu que ce soit l'occasion de réfléchir un peu de quoi on pourrait s'inspirer de bien de l'université, ils vont essayer de singer, d'obtenir un doctorat d'exercice et non pas un doctorat de 3, 4 ans, 5 ans, qui est vraiment un travail de recherche personnelle qui pourrait être mené en parallèle d'un travail de fonctionnaire. Bon, s'ils sont si excellents, ils peuvent faire les deux en même temps. Hein. Donc voilà, mais au moins ça serait sanctionné par un diplôme en économie, en biologie, hygiène, santé, c'est des domaines importants, en IT, en technologie de l'information, en télécommunication, en cryptologie, etc. Voilà. Donc, je ne dis pas qu'il faut prendre un polytechnicien et puis en faire un docteur en astrophysique systématiquement, membre d'un grand corps. Ça, non. Mais des domaines qui soient dans l'action de l'État, je pense que c'est important aussi d'avoir des vraies thèses, pas des doctorats d'exercice. Et justement, le directeur de l'ENA aussi, respect pour lui, mais il voit bien que ces ouailles, elles se heurtent à la concurrence à l'OCDE, à l'UNESCO accessoirement, enfin à la Banque Centrale Européenne, à des gens qui ont été formés à la recherche, des économistes qui ont été formés à la recherche, qui sont titulaires d'un doctorat, et donc, et ces gens-là sont choisis comme par hasard, c'est marrant, hein, et les énarques ne le sont pas, quoi. Donc, et ils voudraient un doctorat d'exercice, quoi. Ça fait depuis 2 ans là aussi qu'on a cette demande des grands corps de l'État d'avoir un doctorat d'exercice. Je pense que vraiment un petit peu plus d'humilité serait, voilà, si on veut vraiment usurper le titre d'université avec tout ce qu'il a de prestigieux, il faut se plier aussi aux règles d'une... Qu'est-ce que c'est qu'un doctorat? Un vrai doctorat, c'est un travail de recherche, c'est un travail bibliographique, hein, c'est pas des travaux où on vite fait sur le gaz parce qu'on doit décider, on doit être capable de décider rapidement au cabinet ministériel. Oui, peut-être qu'on doit être capable de décider rapidement au cabinet ministériel, ok, mais d'avoir quand même une formation à la thèse, de recherche bibliographique, de savoir comment on travaille un sujet, me paraît importante. Donc, ça me paraît important en effet. Donc voilà, oui. Et puis alors aussi, pour compléter la réponse à la question, c'est l'appel aux superstructures, aux métastructures aussi universitaires. Et là, ça m'a ouvert les yeux aussi, ces trucs Institut Polytechnique de Paris qui regroupent différentes grandes écoles, ou PSL, Paris Sciences et Lettres, qui regroupe d'autres écoles à Paris-Rive-Gauche. Sous ces égides-là, et le rapport Thierry, il a bien compris ça. On va se faire labelliser ici M2 corps des mines ou thèse d'exercice par le PSL en question, quoi. C'est-à-dire que la métastructure, la superstructure, si on veut prendre un terme marxiste, la superstructure devient une espèce de... Alors que c'est les entités qui sont responsables quand même de leur recherche. La superstructure, elle sert là que comme alibi de recherche, si vous voulez. C'est comme... Alors, je ne dis pas que PSL, c'est... Oui, vitrine. Je ne dis pas que PSL, c'est que ça. Je ne veux pas réduire mon propos. Mais il y a cette tentation de la part de nos décideurs d'utiliser PSL, d'utiliser l'Institut Polytechnique de Paris comme une espèce de vitrine, une métastructure qui leur permet d'afficher, d'un simple affichage de recherche, de thèse, etc. Et attention, quoi, attention à l'utilisation de ces superstructures comme un paravent de recherche, quoi. Alors qu'on sait bien que la recherche, elle se fait dans les établissements à la base, quoi. C'est pas parce qu'on a des commueux que ça va changer fondamentalement. Hein, qu'est-ce que c'est qu'un travail de recherche? Donc, voilà, donc sur cet aspect-là, oui, vous avez raison, il y a une impasse volontaire, des œillères même qui sont mises à propos de la vision de l'université que peuvent avoir nos élites, ça c'est certain. À l'heure où nous sommes coincés entre d'un côté les GAFAM et de l'autre les BATX, et où on réfléchit à un projet européen, au niveau européen, rappelons que c'est le doctorat
la référence. Oui, tout à fait, oui. Et si vous permettez, peut-être un mot sur la diversité aussi, parce que c'est assez frappant. La première partie, c'était décloisonner, comme si il fallait vraiment trouver cette idée de l'État à travers un décloisonnement. On bat toutes les cartes, et puis le sens de l'État, il va naître de ça. Je doute fort de ça. Mais il y a une deuxième partie qui est diversifiée, c'est la fameuse diversité sociale. Et d'ailleurs, Thiriet, il a été au téléphone sonne pour parler de ça. Enfin, la presse s'est emparée de ça, finalement, de cet aspect diversité sociale. Mais quand on regarde concrètement ce que dit le rapport Thiriet, je disais, il survole élégamment, il propose, par exemple, une assez bonne idée, qui est de faire des classes préparatoires aux classes préparatoires, en fait, des classes de remise à niveau, des classes de propédeutique, on pourrait appeler ça dans un ancien terme. Mais c'est pas une mauvaise idée, ça. Mais c'est une idée qui figure dans un discours de M. Sarkozy, président de la République, en 2008. Je ne suis pas en train de le défendre, mais je dis juste qu'à 12 ans d'écart, c'est toujours la même idée, si vous voulez, qui est reprise comme ça, élégamment, dans les différents rapports, si vous voulez. Sarkozy, il dit, dans un discours à Polytechnique, dans le grand amphi de Polytechnique, je veux que dans tous les lycées, je dis bien dans tous, et il rajoute, avec son style si particulier, il y ait cette classe préparatoire aux classes préparatoires. Donc ça, c'est pas une mauvaise idée, mais qui, depuis 12 ans, n'a toujours pas été mise en œuvre, malgré ce que disait un président de la République. Donc voilà, de rapport en rapport, on sort les mêmes idées en s'inspirant de la fameuse classe préparatoire aux études supérieures d'Henri IV qui date de 2005 et sans voir les évolutions que ce modèle a eues. Maintenant, c'est devenu une des prépas les plus sélectes du pays, mais on va dire que c'est un moteur de la diversité sociale. Bon. Moi, je veux bien, mais voilà, donc c'est intéressant de voir que Thiriet a mis l'accent sur la diversité sociale, sujet qu'il ne maîtrisait pas, que les rapporteurs ne maîtrisaient pas et que les personnes auditionnées ne maîtrisaient pas. Il faut être sur le terrain pour connaître ce sujet un peu. Mais voilà, parce que on en revient au premier sujet, et j'arrêterai là-dessus, c'est un sociologue américain de renom, Ezra Suleiman, qui écrivait en 1979, et il n'a pas été dépassé depuis. Il écrivait que quand les élites françaises se sentent mises en cause, elles remettent le débat sur l'accès à l'élite, c'est-à-dire, c'est un anti-bourdieusien un peu, il disait, le débat de l'accès à l'élite, c'est pas le débat principal. Et c'est marrant, l'élite, elle va toujours ramener le débat à bon, dès qu'elle est mise en problème, elle va dire, d'accord, on va ouvrir, pour éviter le débat sur son efficacité, c'est-à-dire ses résultats, et sa légitimité. Sa légitimité, c'est ce que je disais tout à l'heure, à savoir pourquoi on recrute des hauts fonctionnaires pour être homme politique, pour être... Voilà, donc ça, c'est ça ce que j'appelle la légitimité, qui est un sujet assez complexe. Et Suleiman disait, à chaque fois que l'élite française est attaquée, ça a été le cas sur les 3 dernières années, entre autres, elle va remettre le débat sur les conditions d'accès, voilà, et pour éviter le débat sur sa propre efficacité. Donc voilà, donc beaucoup d'impasses, d'occasions ratées dans ce rapport, malgré l'annonce initiale qui était pourtant tout à fait intéressante du 25 avril 2019. Un grand débat pour rien, voilà, voilà, ou presque. C'était le rapport Thiriet. Oui. Merci. Merci Jean-Philippe.